Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, vous savez, de news comme on a fait la semaine dernière, pour faire un petit point sur les événements là qu'il y a eu depuis vendredi dernier, notamment sur le marché des cryptos, hein. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les marchés s'effondrent un petit peu. On va essayer d'expliquer, de comprendre un petit peu pourquoi, quel est le contexte économique dans lequel on évolue ces derniers jours, quels sont les news parce qu'il y a des choses qui vont se passer là aujourd'hui et demain. Donc on fera un petit point là-dessus. On parlera également du projet Mika. Donc voilà, projet Mika, donc Market in Crypto Asset, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc qui est un projet européen qui a pour but un peu de mettre un cadre juridique en gros à nos cryptos. Donc on va parler un petit peu de ça aujourd'hui parce que ils sont censés se réunir aujourd'hui. Donc voilà, donc on en parlera. On parlera également de l'impact que peut avoir ce bear market sur des sociétés comme crypto.com par exemple, etc. Donc on ira faire un petit point là-dessus. Et on terminera par tout simplement parler de ce rapport qui a été fait là sur le premier trimestre 2022 sur en fait les fonds d'investissement, donc les fonds spéculatifs. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. Le fonds sera disponible, je pourrais vous mettre le lien si vous le souhaitez dans la description. Il sera disponible également sur notre Discord. Alors comme je vous le disais, c'est en anglais, donc c'est pas toujours très simple à lire, mais là on va juste bien décortiquer et voir les éléments importants que j'ai trouvés en tout cas sur ce rapport. Voilà pour le programme. Alors, on va commencer juste. Je pense que, vous le savez. Ou vous le savez peut-être pas, je n'en sais rien, peut-être que je m'avance en disant ça, mais en tout cas, on a la Fed donc qui doit se réunir aujourd'hui et demain et donc faire une annonce demain par rapport au taux. Vous savez qu'on est en plein contexte d'inflation et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vendredi dernier, les chiffres du mois de mai ont été publiés. Et ils ont annoncé un record à 8,6%, d'accord. Et en fait, c'est une nouvelle accélération dans le sens où au mois d'avril, on a vu une petite baisse par rapport au mois de mars. Et du coup, il va falloir que le marché tout simplement price cette hausse parce que bien évidemment, quand vous avez des records d'inflation comme ça, il va falloir que la Fed, en gros, comment dire, mettre une réponse à ça pour essayer de limiter cette inflation. Et ces derniers temps, la Fed a pour réponse la rehausse des taux, tout simplement. En fait, pourquoi la rehausse des taux? C'est pour que les banques puissent proposer des prêts qui sont plus onéreux, d'accord. Mais bon, qui dit prêt plus onéreux, vous avez des clients qui sont bien évidemment plus réticents et donc qui sont moins enclins à consommer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette inflation-là, forcément, fait perdre du pouvoir d'achat et donc n'incite pas à la consommation. Et en fait, c'est dans le but tout simplement de réguler l'offre et la demande en réalité. D'accord. Donc, en gros, il va falloir que le marché price cet événement, et c'est ce qu'il est en train de faire en réalité depuis vendredi dernier. Et le marché price le pire scénario. C'est-à-dire que là, on ne sait pas si on va augmenter les taux de 0,5 points ou de 0,75 points. Et donc le marché est en train de pricer ça. D'accord. En sachant que on n'a jamais augmenté les taux de 0,75 points là, ces derniers temps. Ça a toujours été entre 0,25 et 0,50. D'où la réaction peut-être un petit peu violente de ces marchés. Voilà, j'essaye de vous simplifier un petit peu tout ça, hein, parce que bien évidemment, c'est des choses qui sont un peu complexes et on a vraiment pour but de s'adresser à des novices dans le milieu. Donc voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu. En tout cas, ce qui s'est passé, en gros, c'est simple.
une inflation hein, qui est là depuis 2021, hein, depuis début d'année 2021, mais qui ne cesse de s'accroître et de s'accélérer. Les banques, du coup, craignent vraiment une récession en réalité, hein. Vous avez des articles, hein, vous pouvez chercher. Bon, là, je lis pas forcément ce journal-là, hein, il y en a plein, vous pouvez lire plein d'articles là-dessus, mais en gros, cette inflation, elle est menaçante et du coup, on est en, on est avec l'épée Damoclès récession au-dessus de la tête et donc c'est pour ça que il faut prendre des mesures face à ça pour essayer de protéger un petit peu le pouvoir d'achat bien des citoyens du monde parce que là je vous ai montré le marché US, mais en réalité, ça touche tout le monde. Je vais mettre. Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux mettre? Moi, je vais rester sur l'indice. Indice des prix. Hop. Consommation, vous pouvez mettre ça, hein. Voilà. On va pas rentrer, mais on voit que eh bien, ça va toucher en fait, ça va toucher tout le monde. Là, on parle de l'euro, donc c'est l'Europe. On va parler de la Hongrie, de la Suède, donc on reste dans le milieu européen. Japon, l'inflation est un plus haut en 5 ans. Enfin voilà, en gros, c'est vraiment bien évidemment mondial, hein, tout ça. Et donc, bien en ce moment, la réponse donnée à ça, c'est assez simple, c'est la hausse des taux. Voilà. Et c'est ce qui fait aussi eh bien que notre dollar. Alors, hop, on va aller. Ah non, je suis pas sur le bon. Hop, on va aller sur TradingView. On vous le montre parfois enfin quasiment tout le temps dans les briefs. C'est ce qui explique aussi eh bien, que le dollar grimpe hein, complètement, hein. En fait, c'est assez simple. Le dollar est recherché en tant que valeur refuge. On va pas, enfin quand je dis on, hein, la majorité va pas aller investir dans des assets à risque comme le SPX ou bien le Nasdaq parce que c'est considéré beaucoup trop à risque et que le dollar est considéré beaucoup moins à risque, donc dans une valeur refuge, donc forcément le prix du dollar remonte. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à comprendre tout ça, mais voilà le contexte inflationniste n'est pas comment dire n'est pas propice à nos cryptos. Alors vous verrez en fin de vidéo sur le dernier chapitre, vous verrez on verra qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, enfin des choses par rapport à ce rapport-là dont je vous ai parlé, qui sont assez intéressantes, mais on verra ça juste après. D'un point de vue réglementation crypto, vous savez qu'il existe le projet MiCA, hein, donc je rappelle, Market in Crypto Asset. Donc en gros, c'est un projet de loi qui a pour but donc d'établir un cadre juridique, voilà, à nos crypto-monnaies. Ils se réunissent aujourd'hui et le 30 juin. Alors ça ne veut pas dire qu'on aura un projet finalisé et voté, hein, ça peut encore être reporté. Mais en gros, donc par rapport à ce projet MiCA, il y a plusieurs questions qui restent un petit peu en suspens. C'est est-ce que les NFT vont être inclus ou pas dans ce règlement? Parce que pour l'instant, ils sont exclus de ce texte, d'accord? Il y a la question de la régulation des stablecoins. Donc en plus, avec ce qui s'est passé avec le Luna, le but là, c'est de limiter les stablecoins comme moyen de paiement, etc., et de mettre une régulation en place. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ça a déjà un petit peu commencé, notamment à New York. Donc voilà, donc ça prend le pas là-dessus. Et tout ce qui va être supervision un peu de tout ce qui est services crypto-monnaie, notamment avec le PSAN, hein, un prestataire de services d'actifs numériques. On en a un petit peu parlé ces derniers temps. Donc, donc voilà. Donc il y a des choses qui vont avec ce projet MiCA, notamment, là c'est ce qu'ils vous mettent, hein, le risque d'interdiction des crypto-monnaies en proof of work, donc le minage tout simplement, notamment pour des raisons écologiques. Voilà, l'idée en gros c'est d'encadrer la DeFi, donc la finance décentralisée, et l'idée en fait il va falloir trouver un juste milieu parce que cette DeFi c'est justement son but hein, d'être décentralisée, donc une réglementation trop importante pourrait avoir un vrai impact sur le marché de nos cryptos, et on verra d'ailleurs encore une fois, ils en parlent dans le fameux rapport dont on va parler
tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça, je voulais vous en parler, vous dire voilà deux, trois mots dessus. Vous pouvez trouver des articles dessus ou si vous avez des questions, postez-les en commentaire, hein, j'y répondrai sans souci. Voilà. Ah oui, autre chose dont je voulais parler, parce que on en entend de plus en plus de parler, ça a commencé avec Coinbase il n'y a pas longtemps, et on voit qu'il y a énormément eh bien comment dire, d'impact, hein, sur des sociétés comme Crypto.com, comme Coinbase et comme plein d'autres, hein. Ils en parlent dans cet article-là de Cryptost. Vous avez BlockFi, vous avez Gemini, etc., etc. Mais il y en a plein d'autres. Et il y a pas mal de réductions, alors soit d'effectifs, de licenciements, ou bien tout simplement de mise en place eh bien d'un point de vue ressources humaines, parce que eh bien forcément ces sociétés-là, quand vous avez des actifs, on va aller voir Coinbase, mais quand vous avez voilà l'action Coinbase qui est en plein crash, etc., et bien forcément il va falloir des mesures derrière. Alors il me semble que Coinbase n'est pas en licenciement, mais ils gèlent les embauches, quoi. Pour l'instant, ils n'embauchent plus. Donc peut-être un peu moins grave, si je puis dire. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment des réactions d'un point de vue eh bien, ressources humaines, d'un point de vue effectif, d'un point de vue emploi. Donc c'est pas rien sur notamment ces plateformes. Voilà. Je voulais juste vous en dire deux, trois mots. Et je voudrais qu'on passe assez rapidement là, à ce rapport, parce que ce rapport, il est assez intéressant. D'accord? Donc je vous disais, je vous mettrai le lien en description et je le mettrai sur le Discord. En gros, pour faire simple, pourquoi je vous parle de ça? Parce que on voit très clairement sur ce rapport que eh ben, les fonds d'investissement spéculatifs eh ben, continuent à miser sur notre Bitcoin malgré le bear market, hein. Donc ça, je ne sais pas si vous avez vu, donc c'est pour 2022, donc là on est au premier trimestre. Enfin, ça parle du premier trimestre 2022, donc c'est assez intéressant. Et en gros, il y a plusieurs choses qui vont se dire. Alors, euh, il y avait un chiffre là qui était intéressant, c'était par rapport aux prédictions donc, du prix du Bitcoin. Donc là, en gros, ils vous disent que les perspectives long terme donc, pour le Bitcoin entre 75 000 $ et 100 000 $, et d'autres donc à 35% entre les 50 000 et les 75 000. Peu importe le montant, hein, mais en tout cas, ce sont des prix qui sont plus élevés que ce que l'on connaît actuellement, hein, on est en plein bear market. Et donc, on imaginait, enfin, ces fonds de spéculation, hein, imaginaient un Bitcoin avec des prix bien plus élevés, donc un sentiment qui est quand même bullish et qui est quand même plutôt positif d'un point de vue investisseur, puisque eh bien, c'est ça qui attire bien évidemment les fonds de spéculation, tout simplement. Alors là, en gros, ils ont divisé le rapport entre ceux qui sont spécialisés dans la crypto et ceux qui ne le sont pas du tout. Donc ceux qui sont spécialisés dans la crypto, on va juste regarder deux, trois choses que je voulais vous montrer. On va pas tout faire parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Tac, tac, tac. J'essaye de retrouver les pages. Voilà, là vous avez les secteurs d'investissement, donc vous avez tout ce qui va être Bitcoin, Nikon, etc. Donc qui est en majorité investi par rapport à... Enfin, en tout cas, les investisseurs investissent en majorité sur ce type d'asset. Vous avez la DeFi, donc avec notamment SushiSwap, etc. Vous avez tout ce qui va être infrastructure, donc les blockchains, Ethereum, Solana, Matic, etc. Quand même à un petit peu plus de 70%. Et ensuite les exchanges, donc tout ce qui va être BNB, FTT, etc. par rapport aux différents exchanges, hein. Vous savez qu'ils ont des jetons. Et donc la moitié, on est à 50% hein, d'investissement par rapport à ce secteur-là. Ensuite, on est quand même sur des investissements beaucoup plus minimes, hein. D'ailleurs, on voit les stablecoins ici qui sont représentés de manière assez minime. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de voir ça parce que c'est vrai qu'on a souvent peu de visibilité sur ces choses-là. Donc voilà.
Là, vous avez les cryptos les plus trades, hein, Bitcoin et Ethereum en premier, hein, rien de très exceptionnel. Ensuite, vous avez Solana, Polkadot, Terra Luna. Bon, Terra Luna, ça risque bien évidemment, hein, de disparaître, hein, vu que voilà, on sait ce qui s'est passé, on va pas y revenir. Mais voilà, vous avez les premiers ici. Euh, Ça aussi, c'est intéressant, c'est le pourcentage donc des investissements qui sont effectués. Donc, vous avez l'emprunt, vous avez le stacking et le lending. C'est assez intéressant de voir que l'emprunt est très important. Je trouve que voilà, c'est intéressant de voir que ces gros portefeuilles-là sont dans ce système. Dans ce système d'emprunt. Bon, là, il vous parle pour le stacking, hein, que c'est notamment du delegated staking. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, on vous en parle dans la vidéo tuto du stacking. Je vous la mets en lien juste au-dessus pour que vous puissiez voir. Alors, bon, là, il parle des stablecoins. Bon, voilà, par préférence. Ok, bon. Tac, tac, tac. Je voudrais aller un peu plus loin. Toc, toc, toc. Je crois que c'était dans les pages 40 que j'avais vu ça, c'est beaucoup plus loin. Tac, tac, tac. On va aller dans les pages 40. Voilà, c'est la partie 2. C'est ça qui nous intéresse là un petit peu plus, c'est eh bien les fonds qui ne sont pas forcément spécialisés dans la crypto. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, voilà, c'était là. En gros, ils vous disent que un tiers de ces fonds, de ces participants, investissent eh bien, dans les assets numériques. Donc ça, c'est assez intéressant. Et 57% d'entre eux, donc ici, 57% d'entre eux, ont investi, mais à hauteur de moins de 1%. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a une adoption quand même qui est prudente sur nos marchés des crypto-monnaies, mais ce qui reste quand même bon signe dans le sens où on est en plein bear market et que on pourrait penser que les investisseurs eh bien, fuient un petit peu le marché crypto, et en fait, pas du tout. Donc ça, c'est déjà la première chose intéressante. Ensuite, vous avez un autre chiffre qui me semble intéressant, c'est que eh bien, 2 tiers d'entre eux, d'accord, donc prévoient d'augmenter leur investissement. Donc là, vous avez pour le plan 2022, donc Deploy More Capital, donc 67%. D'accord. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et là, on a donc 57% donc, qui prévoient de mettre un peu plus, qui veulent mettre pardon, toujours sur les 1%. Et là, vous avez pour des investissements à un peu plus, donc de 2 et 5%. Donc là, on voit que la part est beaucoup plus réduite. Donc c'est vraiment une adoption qui est prudente, mais surtout progressive, d'accord, avec une exposition tout simplement au risque qui est assez limitée. Donc ça, c'est la première chose. Et donc voilà. Là, il vous parle un petit peu donc des raisons, etc. Voilà, donc et il y a quelque chose qui ressort de toute la fin de ce comment de ce rapport, c'est que la première raison donnée, eh bien, ça va être l'incertitude fiscale et réglementaire qui tourne autour de ce marché crypto et eh bien, qui freine un petit peu les investisseurs à s'exposer davantage voilà, sur le marché, notamment du Bitcoin, de l'Ethereum, hein, parce que vous avez vu que c'était les premiers tokens qui, sans trop de surprise, hein, qui rentrent dans les choix d'investissement, bien sûr. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. En gros, le résumé, on a un contexte inflationniste. Bon, forcément, il a fallu que eh bien, nos marchés eh bien, price tout ça. On ne sait pas hein, si on va continuer à s'enfoncer ou si on a atteint un bottom là au 21 890. On a l'annonce de la fête demain, donc ça peut encore continuer de retracer. La bonne nouvelle, c'est quand même que le marché va pricer
le scénario, le pire scénario possible, donc avec une hausse des taux à 0,75 points. Donc ça, c'est la première chose. Euh, on sait que ce contexte inflationniste facilite la montée du dollar, hein, puisque le dollar est vu comme valeur refuge. Et donc, vous le savez, hein, si vous suivez nos briefs, quand on a une hausse du dollar, nos assets à risque, donc SPX, Nasdaq et du coup nos crypto-monnaies, forcément le subissent de point fait. Mais avec tout de même une bonne nouvelle, hein, qui nous est donnée par ce rapport, c'est qu'on a quand même des fonds d'investissement qui continuent de miser sur nos cryptos, qui prévoient de continuer à augmenter leur investissement, voilà. Même si c'est des investissements qui pour l'instant sont prudents et progressifs, ça reste quand même important pour ce marché des crypto-monnaies, avec toujours ces incertitudes fiscaux et réglementaires. Alors là, on a parlé donc du projet MiCA en Europe, hein, mais c'est partout dans le monde, hein, que vous avez des projets similaires avec une envie de réglementer ces marchés crypto dans le monde entier. Donc voilà. Et bien évidemment, on l'a dit, ça a aussi un impact sur les effectifs de sociétés qui sont fournisseurs de services, hein, en crypto-monnaie et notamment sur l'emploi. Donc voilà, si on devait résumer ça en quelques minutes, voilà ce que l'on pourrait dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez facile à comprendre pour vous si vous êtes débutant. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, sûrement tout à l'heure pour la vidéo de l'analyse technique du jour, où on sera là avec Chinon pour vous parler de tout ça, mais d'un point de vue graphique. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao, bonne journée.